bonsoir à toutes et tous, bonsoir à ceux qui sont en présentiel avec nous, bonsoir à vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, en train de nous regarder en différé. Donc voilà, au nom du département santé de la province de Liège, je souhaite vous accueillir ici pour ce jeudi santé, ce nouveau jeudi santé, qui se fait dans les infrastructures du Royal Football Club liégeois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite annonce. Donc, Madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Firquet devait être des nôtres ce soir. Malheureusement, elle est retenue ailleurs. Donc voilà, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc, ce soir, dans le cadre de ce jeudi santé, nous allons aborder une thématique sur la blessure et les blessures des sportifs et plus précisément dans le domaine du football. Cette conférence sera présentée par le docteur Labalu, premier attaché médecin du sport au sein de la médecine du sport de la province de Liège, mais également médecin référent au niveau du Royal Football Club liégeois. Donc, nous allons aborder donc ce soir, vous allez recevoir ce soir des informations et des sensibilisations que nous partageons au sein du service de médecine du sport, dans le sens où cela fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que nous développons nos services pour une activité physique et sportive en toute sécurité. Voilà. Laissez-moi quand même vous présenter. Bon, j'imagine que tout le monde ne connaît pas la médecine du sport, donc en quelques mots, je vais un peu résumer ce que nous faisons. Le docteur Labalu, ici, ira plus loin un peu dans ses explications un peu plus tard, au niveau préventif. Donc voilà, nous sommes un service, nous faisons beaucoup de la physiologie préventive de l'effort. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout sportif, jeunes sportifs débutants, sportifs confirmés, élites aussi, mais également des personnes qui ont des pathologies, qui suivent un cursus sportif, qui voudraient le continuer, des pathologies qui sont stabilisées et suivies. Ceci est dans le cadre d'un sport sur ordonnance. Nous avons toute une série de forfaits au niveau de la médecine du sport qui reprend donc des tests d'aptitude, donc des visites de non-contre-indication à la pratique sportive, des tests de performance pour l'analyse des facteurs limitants justement à cette performance. Mais là, ici, voilà, je reste dans les grandes lignes, le docteur ira plus loin à ces niveaux-là. Et évidemment, comme je l'ai dit précédemment, le test de sport sur ordonnance qui lui est vraiment spécifique pour doser le sport par rapport aux pathologies stabilisées du patient. Donc voilà. Que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, le docteur Labalu va vous présenter son exposé. N'hésitez pas pour les questions éventuelles. Et si vous avez des questions plus spécifiques, vous qui êtes derrière votre écran ou même ici après la séance, je suis là pour y répondre au niveau de la médecine du sport. Merci beaucoup. Et je terminerai, après je ne parlerai plus, donc je terminerai en vous disant, donc en remerciant le Royal Football Club liégeois de nous avoir accueillis ce soir, et également remercier toute l'équipe d'IPROMS et de la com pour les services et pour ce jeudi santé. Merci à tous. Bien, à mon tour, bonsoir à toutes et à tous. Alors merci aux organisateurs de la soirée, évidemment, et avant toute chose, je ne peux pas être insensible au fait d'organiser une conférence ici au stade du Royal Football Club liégeois. Lorsque j'ai été sollicité pour donner cette conférence, j'ai bien sûr immédiatement accepté. Je ne vous dirai pas depuis combien d'années je fais partie du staff médical du club, mais je peux en tout cas vous dire que lorsque l'équipe a joué contre la Juventus Benfica et le Werder de Brême, j'étais déjà dans le staff. J'ai connu des hauts et des bas, beaucoup de bas et puis des hauts, mais j'ai aussi connu des déplacements avec l'équipe à Wiltaroul, à Elsaut et à Blény. Maintenant, l'équipe première a rejoint la Nationale 1, elle est redevenue aux portes du plus haut niveau belge. C'est un excellent signe, on est ici revenu à recours, et il y a aussi, et ça c'est très important, une énorme école de jeunes, très prometteuse,
c'est très important. Donc, bienvenue à tous dans ce stade de recours. Alors, le sujet, quand le foot fait mal, comme introduction, je dirais que cette photo-là que vous voyez, elle est réelle. J'interviens il y a moins d'un mois d'ici auprès d'un joueur qui a vraiment mal et qui est blessé et qui illustre bien le sujet de la conférence. Alors, c'est vaste. La blessure, c'est la hantise de tous les sportifs. C'est la crainte de tous, de la contracture musculaire à la déchirure des ligaments croisés en passant par de nombreuses entorses ou pubalgies. Donc, les gravités sont variables et les conséquences sont variables aussi. Ça peut aller de la simple indisponibilité de quelques jours à l'arrêt prématuré d'une carrière. Ça, on ne sait jamais le prévoir. Brasser toutes les blessures occasionnées par le foot est évidemment un énorme sujet et ça pourrait faire l'objet d'un cursus d'1 an avec des cours toutes les semaines. Je vais essayer d'être bref et de survoler quand même l'ensemble. Je vais vous parler de blessures qu'on dira inévitables, des blessures évitables en évoquant toute une série d'articulations et de muscles. Ensuite, je parlerai de programmation de l'entraînement. Vous comprendrez que c'est très important. Je parlerai séparément aussi de l'enfant, qui est une entité tout à fait particulière, et nous en tirerons quelques conclusions. Quand je dis blessures inévitables, ce sont des blessures dues à des accidents. Une fracture, le plus souvent, sur mauvaise réception de chute, fréquente au foot, mais dans d'autres sports, c'est la fracture de la clavicule. Le squelette, le petit schéma du squelette que j'ai évoqué là, c'est pour bien faire comprendre la gravité de certaines blessures suite à des chutes au niveau du rachis. Certains organes vitaux, comme le cerveau, est protégé par la boîte crânienne. Le cœur et les poumons sont protégés par la cage thoracique et les organes du petit bassin sont protégés donc par le bassin. C'est fort important. Et entre ces zones, il y a 2 zones charnières critiques qui sont la colonne cervicale et la colonne lombaire. Et là, les conséquences peuvent être gravissimes en cas de chute ou de traumatisme à ce niveau-là, puisqu'elles peuvent léser la moelle épinière avec des conséquences dramatiques. Le 3e petit schéma est aussi très très important et mérite réflexion. La boîte crânienne, donc le crâne peut être soumis à différents traumatismes importants. On en a vu souvent sur le terrain, on en voit. Mais alors j'attire l'attention sur le fait que les têtes répétées, surtout chez les enfants et puis chez les adultes, peuvent occasionner des lésions cérébrales importantes à long terme. Nous avons tous connu Gerd Müller, qui a été un excellent centre-avant de l'équipe allemande dans les années 70. Il a terminé sa vie il y a quelques années d'une maladie dégénérative et c'était probablement suite aux nombreux traumatismes ou micro-traumatismes qu'il a reçus sur la tête. Les équipes neurochirurgicales actuellement planchent là-dessus. Et il y a une réflexion est menée pour interdire d'ailleurs les têtes chez les enfants. En Écosse récemment, la Fédération de football écossaise a d'ailleurs interdit aux enfants de moins de 12 ans de jouer de la tête. Ça mérite vraiment réflexion, surtout pour l'avenir. Alors on peut aussi avoir des accidents suite à des adversaires un peu agressifs, avec des traumatismes au niveau de la jambe ou de la cheville sur des tacles inadaptés, au niveau de la face, au niveau du grille costal, au niveau de gros orteil ou de l'avant-pied. Les hématomes du gros orteil sont très fréquents. Alors les béquilles sont bien connues aussi dans le monde du foot, donc les coups de genoux sur la cuisse avec des hématomes que l'on doit parfois ponctionner existent aussi. Évoquons rapidement les luxations d'épaule ou du genou, mais on va en reparler plus tard, et les plaies à suturer. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été amené à suturer le crâne d'un joueur qui était blessé, qui a eu une belle entaille et qui, grâce au point de suture, a pu continuer le match. Alors, le traitement, il est bien souvent orthopédique, c'est-à-dire conservateur. On est amené à opérer certaines fractures et les hématomes sont souvent ponctionnés. Sur le terrain, il faut être prudent et attentif. Immobilisation, mettre une attelle, éventuellement une minerve en cas de traumatisme au niveau du rachis, la position de glace et la prise d'antalgique, donc d'antidouleur, est
la seule chose à faire en immédiat sur le terrain en cas des traumatismes que l'on vient d'évoquer. Alors, comme blessure évitable, on va commencer par survoler quelques articulations souvent blessées lors de la pratique du football, et d'abord le genou. Une entorse du genou peut consister en une atteinte des ménisques, des ligaments ou de l'articulation fémoro-patellaire. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. En fait, une entorse du genou, c'est une torsion du genou, de l'articulation, au-delà des possibilités anatomiques, avec lésions ligamentaires au minimum. La particularité du genou est que c'est une articulation à la fois simple, puisqu'elle permet uniquement des mouvements de flexion et d'extension, à la fois puissante. Le quadriceps, le muscle de la cuisse, et les ischio-jambiers sont tellement puissants qu'ils permettent parfois un shot de penalty à une vitesse de 120 à 180 km/h. Donc c'est une articulation puissante. Et sa troisième caractéristique, c'est qu'elle est fragile, parce que l'extension est seulement limitée par des ligaments, donc les deux ligaments croisés, et pas par une butée osseuse. Donc c'est une articulation fragile. On peut avoir comme atteinte au niveau du genou une blessure du ligament latéral interne, ligament latéral externe, le ligament croisé, on va en parler. La blessure au niveau du ligament croisé postérieur est extrêmement rare, mais je l'ai quand même mise parce que j'ai connu des keppers qui, suite à une chute sur le sol, genou fléchi, peuvent s'occasionner un tiroir postérieur et se léser uniquement le ligament croisé postérieur. Alors, le croisé antérieur, il est déchiré, c'est malheureusement fréquent, lorsque le genou se tord, surtout en valgus, avec un mouvement qui va au-dessus des possibilités de l'articulation. La déchirure du ligament croisé antérieur provoque une douleur immédiate, une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire que le joueur ne sait pas continuer à jouer, un gonflement, il y a souvent une hémarthrose, donc du sang qui vient dans le genou. Vous voyez sur le petit schéma au-dessus à droite un genou bien gonflé avec du sang par rapport au genou contralatéral. Il y a une instabilité, c'est-à-dire que lorsque le joueur veut se remettre à marcher, il a une appréhension, il a l'impression d'avoir entre guillemets une patte folle et ne sait pas continuer à circuler. L'important est de l'arrêter, surtout de ne pas continuer à jouer, parce que si c'est une rupture isolée du ligament croisé, c'est déjà pas mal, mais il faut absolument l'arrêter, parce que s'il continue, comme le genou est instable, il risque de provoquer ce qu'on appelle des lésions en tache d'huile, et le genou va se retordre encore et risque de léser les ménisques, ce qui compliquera encore la situation. Donc repos, attelle provisoire et évidemment avis chirurgical après confirmation du diagnostic. La blessure du ligament latéral interne est beaucoup moins grave. Donc il s'agit ici d'une torsion du genou en valgus avec un étirement du ligament latéral interne. On a à l'examen clinique, quand on provoque un mouvement du genou en valgus, on a une laxité bien palpable, mais ici le traitement est le plus souvent conservateur avec une incapacité seulement de 4 à 6 semaines. Les ménisques que vous voyez représentés ici, en fait, sont des demi-assiettes de fibrocartilage entreposées entre le condyle fémoral et le plateau tibial. Ces deux demi-assiettes, donc de fibrocartilage, servent en fait à améliorer la congruence de l'articulation parce que le condyle fémoral qui est arrondi ne s'emboîte pas parfaitement sur le plateau tibial qui est horizontal. Donc les ménisques sont là pour améliorer donc la congruence de l'articulation. Lorsque le genou se tord, il peut provoquer, donc le condyle fémoral écrase un des ménisques et peut provoquer une déchirure partielle ou complète. La déchirure est le plus souvent longitudinale, donc vous avez une déchirure dans le sens de la longueur qui provoque une douleur évidemment et peut occasionner parfois des blocages, mais souvent aussi il y a une anse de saut, donc c'est-à-dire que la moitié du ménisque déchiré se luxe dans l'articulation et provoque un blocage du genou.
Ici aussi, donc, impotence fonctionnelle, donc arrêt du sport, prise d'antalgique, donc d'antidouleur, confirmation du diagnostic, souvent par une imagerie, le plus souvent une IRM ou un arthroscanner, et avis chirurgical pour traitement. Alors, le traitement, depuis maintenant 25 ans au moins, on pratique des arthroscopies, ce qui est beaucoup moins agressif qu'une ouverture complète de l'articulation pour réparer. L'arthroscopie, c'est une intervention qui consiste à introduire, on fait 3 trous dans le genou. Le premier trou sert à introduire une caméra qui visualise l'articulation et permet de confirmer le diagnostic de lésion ou pas. Les 2 autres trous servent à introduire les instruments qui permettent aux chirurgiens de travailler, donc de réparer le ligament croisé, avec souvent un morceau de tendon qui vient d'un muscle de la cuisse. Et les techniques sont parfaitement maîtrisées actuellement. Et on peut évidemment aussi enlever un morceau de ménisque ou le suturer, si c'est possible, avec des incapacités sportives variables par la suite. Alors, l'entorse fémoro-patellaire, je la mentionne parce qu'elle existe souvent chez les jeunes. Donc, c'est la rotule qui se déplace par rapport au condyle fémoral. Elle est souvent due à une malformation anatomique, ce qu'on appelle une dysplasie fémoro-patellaire. Vous voyez sur le schéma que la face inférieure de la rotule, au lieu d'être bien triangulaire pour s'encastrer dans la gorge du fémur, de la trochlée fémorale, elle est arrondie, donc ça s'appelle une dysplasie, et c'est sujet au déplacement, donc là, elle peut se luxer vers l'intérieur ou l'extérieur et occasionner évidemment des douleurs importantes. Le traitement ici est le plus souvent conservateur également. Donc après chirurgie ou après immobilisation, importance du kinésithérapeute pour une rééducation, une revalidation, puis une réathlétisation. Alors combien de temps pour guérir? 4 à 6 semaines pour l'entorse du ligament latéral interne, 4 à 6 mois pour le ligament croisé antérieur, et alors les lésions méniscales, 4 à 5 semaines si on enlève le ménisque, c'est ce que l'on faisait depuis des années, mais maintenant depuis 4-5 ans, on s'est rendu compte, enfin ce n'est pas, on s'en est rendu compte depuis longtemps, mais maintenant on essaye de suturer les ménisques, parce que si on enlève un ménisque, c'est un espace libre qu'il y a entre le fémur et le tibia, donc c'est la porte ouverte aux lésions cartilagineuses et à l'arthrose. La plupart des sportifs à qui on a enlevé des ménisques il y a 10, 20 ou 30 ans sont malheureusement actuellement la plupart candidats à des prothèses de genoux parce que les cartilages sont abîmés. La suture méniscale permet évidemment d'empêcher ces problèmes-là. Alors, que faire pour prévenir? C'est ici évidemment un point essentiel de la présentation. J'insisterai encore, mais la collaboration entre le sportif, le médecin, le kiné, l'entraîneur et le préparateur physique sont essentiels. Il est important d'avoir une musculature équilibrée entre le quadriceps et les ischio-jambiers. Donc le quadriceps, c'est le muscle antérieur de la cuisse qui permet l'extension de la jambe sur la cuisse. Les ischio-jambiers sont les muscles postérieurs, donc qui permettent la flexion. En cas de déséquilibre, il y a un risque de torsion ou de blessure. Un bon moyen de vérifier cet équilibre-là, c'est ce que l'on appelle un test isocinétique qui se fait en milieu hospitalier. Et en cas de déséquilibre, il y a moyen de les rééduquer avec de l'isocinétisme ou encore avec des méthodes de kinésithérapie traditionnelles qu'on appelle proprioception, c'est-à-dire on entraîne le genou à se maintenir sur un plan instable et à la course à pied de façon latérale ou antéro-postérieure pour renforcer la musculature. Attention aussi à avoir de bonnes chaussures, des bons crampons en fonction de l'état du terrain, c'est très important. Passons maintenant à une autre articulation souvent lésée dans le football, la cheville. La cheville, c'est donc l'articulation
qui relie la jambe au pied. Les éléments les plus souvent lésés sont le ligament latéral externe au niveau de la malléole externe et le ligament latéral interne au niveau de la malléole interne. La malléole postérieure que l'on ne voit pas sur cette image est parfois lésée avec des douleurs au niveau de la queue de l'astragale qui peut provoquer des douleurs chroniques postérieures à la cheville en séquelles d'entorse. Donc l'entorse la plus fréquente au niveau de la cheville concerne le ligament latéral externe, donc à l'extérieur de la cheville, suite à un mouvement en varus, donc une torsion de la cheville vers l'intérieur, comme l'on voit bien sur le schéma. Alors les signes, c'est douleur, craquement, impotence fonctionnelle également, donc arrêt de l'effort, et souvent gonflement en avant de la malléole externe avec un gros œuf de pigeon qui arrive au niveau de la malléole. Alors, traitement glace antalgique, repos, souvent, pas toujours, mais on recommande quand même une radiographie pour être sûr de ne pas passer à côté d'une fracture du péroné ou d'un métatarsien. Et repos provisoire avec soit un air-casse, donc ce sont des attelles qu'on met souvent dans les hôpitaux, des attelles pneumatiques, ou alors mieux un taping. Qu'est-ce que c'est qu'un taping? C'est une contention de la cheville avec des bandes rigides et semi-rigides collantes que l'on pose de telle manière à permettre les mouvements de flexion-extension de la cheville. Donc la marche est toujours possible, mais les mouvements de pronation-supination, donc de torsion vers l'intérieur et l'extérieur de la cheville, sont complètement bloqués, donc le ligament latéral externe est préservé. Les interventions chirurgicales sont rares, ça fait maintenant certainement 25 ans qu'on opère de moins en moins les entorses de cheville. Avant, on suturait systématiquement le ligament latéral externe, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun bénéfice de la chirurgie par rapport au traitement conservateur. Avec une bonne kinésithérapie, même en cas de laxité importante de cheville, la rééducation permet de revenir au top niveau sans chirurgie. Donc, après une entorse, généralement, on compte 4 à 6 semaines et il faut faire attention aux instabilités résiduelles, comme le ligament latéral externe est déchiré, donc il est important de ne pas se retordre la cheville régulièrement, donc c'est ce qu'on appelle une instabilité. Comment faire pour éviter cela? Il faut muscler les extenseurs et fléchisseurs des orteils, les muscles qui s'attachent qui s'insèrent autour de la cheville, et faire comme au niveau du genou une proprioception sur plan stable et instable, c'est-à-dire des exercices d'équilibre pour entraîner les muscles autour de la cheville à se renforcer. Ça fait partie intégrante de la préparation de l'entraînement. Quel est le but? Le but de la proprioception, lorsque ultérieurement la cheville se tord, donc avec un varus ou un valgus au-delà des limites anatomiques, lorsque l'articulation commence à se tordre, il y a un réflexe qui fait en sorte, grâce à la proprioception, que la cheville ne se tord pas. Alors, on arrive maintenant au niveau du bassin, où dans le football, je dois vous parler de la pubalgie, bien que j'ai quand même la chance de vous dire qu'on en voit de moins en moins. On en voyait beaucoup plus avant, et c'est grâce à la meilleure préparation. La pubalgie était très fréquente chez les sportifs antérieurement, maintenant on n'en voit pratiquement plus, en tout cas pas chez les sportifs de haut niveau. C'est quoi la pubalgie? C'est une douleur du bas-ventre qui irradie à la face interne des cuisses et augmente à l'effort. C'est toujours en fait un déséquilibre musculaire entre les adducteurs, les abdominaux et les ischio-jambiers le plus souvent. On peut avoir une origine vertébrale, mais c'est plus rare, et une origine inflammatoire également ou infectieuse. Un ongle incarné peut provoquer des douleurs au niveau du pubis. Alors le traitement, ici aussi, c'est kiné, anti-inflammatoire, antalgique, repos, infiltration parfois. Chirurgie, ténotomie, ça consistait à la section des tendons des moyens adducteurs, mais on y recourt de moins en moins souvent parce que on n'en voit presque plus. Maintenant, le seul traitement radical et efficace de la pubalgie, c'est le repos prolongé. Alors prévention, c'est une musculation équilibrée autour du bassin avec des gainages, des abdos et aussi proprioception de la musculature autour du bassin. Alors j'en arrive à
un des points essentiels de la présentation parce que c'est un piège et on passe trop souvent à côté de conflits de hanche. Qu'est-ce qu'un conflit de hanche? C'est une dysplasie coxofémorale. Vous voyez, et les symptômes peuvent souvent être confondus avec de la pubalgie. Vous voyez les deux articulations donc, de la coxofémorale. La tête fémorale s'encastre dans le bassin au niveau de la cavité cotyloïde. Je vais enlever. Et en fait, quand on dit effet tenaille, c'est la cavité cotyloïde qui encastre trop la tête fémorale. Et l'effet CAM, c'est une dysplasie de la tête fémorale. C'est la tête fémorale qui est mal formée et qui provoque une douleur puisque les mouvements de l'articulation de la hanche ne se font pas de manière harmonieuse. Il est important de les diagnostiquer parce que lorsqu'on laisse aller les choses comme ça évolue vers de l'arthrose et énormément de joueurs, moi j'en ai vu récemment des joueurs de très bon niveau qui ont dû interrompre leur carrière parce qu'ils avaient une coxarthrose trop évoluée et ne pouvaient plus continuer. Donc ici le diagnostic est vraiment très important et les douleurs peuvent faire penser à une pubalgie. Le traitement, maintenant, si on le prend précocement, il y a des chirurgiens de la hanche qui font des arthroscopies de la hanche qui peuvent réparer les dysplasies, les anomalies. On peut infiltrer des facteurs de croissance ou de l'acide hyaluronique. Et intervention chirurgicale, évidemment, là, quand c'est au stade ultime, c'est la prothèse de hanche, mais il faut essayer de ne pas y arriver. Et la meilleure prévention, c'est le dépistage. Alors, j'ai déjà parlé du rachis tantôt. Il faut quand même signaler que les conflits disco-radiculaires, donc au niveau surtout de la colonne lombosacrée, peuvent occasionner des douleurs de la fesse irradiées dans les membres inférieurs. Donc c'est souvent soit de l'arthrose, de la surcharge au niveau des articulations postérieures, ou alors carrément une hernie discale qui provoque ces lésions-là. Le traitement, c'est le repos aussi, kiné, anti-inflammatoire, parfois infiltration et parfois chirurgie. Le diagnostic, il doit être posé et parfois faire aussi une imagerie pour être certain de ne pas passer à côté d'une hernie discale vraie. La prévention, encore ici, c'est la musculation, la proprioception du rachis avec des exercices de gainage, de la gymnastique posturale avec des fessiers, des abdominaux toujours faits en délordose et en dessous du seuil de la douleur, et toujours dépister les troubles statiques vertébraux, c'est-à-dire les déformations de la colonne, notamment les kyphoses et les scolioses. Rapidement, on reparle de l'épaule, où les entorses acromioclaviculaires suite à des chutes sont également fréquentes, ça c'est pas trop grave, mais on peut aussi avoir des instabilités de l'épaule après luxation vraie et atteinte du bourrelet glénoïdien. Le conflit sous-acromial concerne ici surtout les sports de raquettes et de ballon à la main, c'est rare dans le football. Quand il y a une instabilité réelle de l'épaule avec luxation récidivante, il faut opérer. Autrement, le joueur est trop invalidé et va avoir son épaule qui se luxe régulièrement. Prévention ici aussi, proprioception avec musculation des adducteurs de l'épaule et des rotateurs internes. Donc éviter tous les mouvements au-delà de la verticale et bien renforcer l'adduction et la rotation interne pour que la tête humérale reste bien à sa place. On arrive aux blessures tendinomusculaires, donc c'est aussi, on en voit moins, mais il y en a quand même encore beaucoup dans les sports, surtout chez les amateurs. Donc qu'est-ce qu'une blessure musculaire? On parle de contracture, d'élongation ou de claquage et déchirure. C'est quoi? Donc c'est une douleur localisée suite à un mouvement brusque. Ça provoque une douleur locale, une impotence fonctionnelle, on ne sait pas continuer, une douleur à la contraction concentrique, c'est-à-dire lorsque l'on raccourcit le muscle, quand on demande au muscle de se raccourcir, et une douleur à la contraction excentrique, c'est lorsqu'on demande une contraction du muscle quand il est en position d'étirement. Cette douleur à la contraction excentrique est très sensible et évoque souvent une élongation, il faut être très prudent. Traitement, repos, glace, antalgique, je dis bien antidouleur, pas d'anti-inflammatoire dans les 48 à 72 premières heures,
parce que ça pourrait perturber la réaction anti-inflammatoire locale qui se fait au niveau de la blessure. Éventuellement, confirmation avec une imagerie, écho ou IRM, et là toujours rééducation très importante. Alors combien de temps pour guérir une contracture, une crampe? 1 jour, élongation 10 à 15 jours et déchirure 4 à 6 semaines. Prévention encore ici, programmation de l'entraînement qui doit être progressif, échauffement important, les étirements après l'effort, décrassage, cryothérapie ou bain froid, et bien respecter les filières énergétiques, mais j'aurai l'occasion de vous reparler quand j'évoquerai la programmation de l'entraînement. Les bonnes chaussures, évidemment, important, crampons adaptés aux différentes surfaces, et pourquoi pas, toujours test isocinétique pour bien vérifier qu'il y a équilibre entre les agonistes et les antagonistes. On en arrive au tendinite. Le tendon, en fait, c'est le tissu qui sert de jonction entre l'attache osseuse et le muscle. Ces tendons sont fortement sollicités et sont aussi faiblement vascularisés, donc ils sont fragiles. Maintenant, quand il y a une tendinite, ça c'est un grand principe, c'est qu'il y a toujours une accumulation de mouvements mal exécutés ou un matériel inadapté. On parlera ici de technopathie. Ce n'est pas dans le foot, mais l'exemple le plus classique, c'est le joueur de tennis qui a une tendinite de l'épicondyle, donc un tennis elbow, parce que son cordage est mal adapté ou sa raquette n'est pas bonne. Alors, quelle tendinite rencontre-t-on au football? Le plus souvent, on peut avoir des tendinites rotuliennes ou de la patte doigt au niveau du genou. La patte doigt est le tendon qui attache les muscles postérieurs du genou juste en médial par rapport au tendon rotulien, donc juste à côté de la tubérosité tibiale antérieure. Au niveau du bassin, on peut avoir des tendinites des adducteurs et des ischio-jambiers, c'est très fréquent aussi. Au niveau de la cheville, il y a le tendon d'Achille, le muscle tibial postérieur et les péronniers latéraux. Évoquons quand même la bursite chez le Kepper au niveau du coude, c'est fréquent. Et rarement, mais j'en ai vu, c'est souvent spectaculaire, des ruptures du tendon d'Achille ou du tendon rotulien, mais là, il y a souvent un facteur prédisposant, un tendon fragilisé pour une raison X, une infiltration mal faite ou que l'on n'aurait pas dû faire. Et la rupture du tendon d'Achille, c'est souvent le sportif vétéran, 40-50 ans, qui a pris du poids, qui veut se remettre à faire du sport tout d'un coup, qui se croit encore très jeune et qui tout d'un coup se déchire le tendon d'Achille. Il a l'impression de recevoir un coup de lasso à l'arrière de la cheville. Ça peut être confondu avec une entorse de cheville aussi, mais c'est important à faire le diagnostic différentiel parce que ça doit se soigner, c'est important. Alors, différentes causes, je l'ai dit, donc une tendinite, c'est toujours dû à une accumulation de mouvements mal exécutés ou un matériel inadapté ou un trouble statique plantaire. C'est quoi un trouble statique plantaire? C'est des pieds plats ou des pieds creux. Alors, un pied plat, c'est un pied pronateur, c'est un pied qui bascule trop vers l'intérieur et peut provoquer des sollicitations excessives au niveau de son attache et engendrer donc une tendinite, par exemple, au niveau du muscle tibial postérieur à son attache sur le scaphoïde tarsien, les péronniers, et ça peut remonter jusqu'au tendon rotulien. L'utilisation de semelles correctrices est très importante chez les joggeurs et les coureurs à pied, évidemment, mais aussi chez les joueurs de foot. Alors il faut un développement musculaire, ça peut être à cause d'un développement musculaire inadéquat, une mauvaise sangle abdominale, un déséquilibre, encore une fois, entre les agonistes et les antagonistes, donc les ischio-jambiers et le quadriceps au niveau du genou. Et ça, c'est important à savoir aussi, des exercices mal exécutés en préparation et en musculation. Il ne faut jamais faire de musculation en chaîne ouverte, c'est-à-dire avec rien en dessous de la semaine. Un exercice en chaîne ouverte, vous mettez par exemple un poids au niveau de la cheville, vous demandez de soulever, de détendre le genou. Il ne faut jamais faire ça parce que la sollicitation au niveau du tendon rotulien est excessive et c'est la porte ouverte aux tendinites. Il faut toujours faire des exercices de musculation en chaîne fermée, c'est-à-dire avec quelque chose en dessous de la semelle. Donc des squats, des presses, mais toujours quelque chose en dessous de la semelle. Il ne faut pas surcharger non plus en musculation. Les doublés, triplés, donc le soulèvement de lourdes charges 2 fois ou 3 fois ou en système pyramidal sont contre-indiqués quand on n'est pas bien préparé. Il faut toujours privilégier les exercices de système rectangulaire, c'est-à-dire
des répétitions, par exemple, d'une trentaine d'exercices à 30% du maximum. Donc, on fait des exercices de presse au niveau des cuisses, 30 fois 30% du maximum. Donc, si on est capable de soulever, de pousser 60 kg, ben, on fait 30 fois 20 kg et on fait plusieurs fois cette série-là. Et là, on améliore l'endurance locale au niveau des muscles et c'est une excellente prévention. Et on évitera les tendinites également. Le traitement des tendinites, là, comme la pubalgie, le seul traitement vraiment efficace et réel, c'est le repos. Maintenant, localement, on met de la glace, on fait de la kiné. Un ergothérapeute ou un kiné est là pour trouver le mouvement mal exécuté et le rectifier. Les semelles correctrices, j'en ai parlé. Localement, on peut faire des ondes de choc, des massages transverses profonds, des ultrasons et plus récemment des infiltrations de corticoïdes, ça c'est pas récent, mais de l'acide hyaluronique, c'est un liquide visqueux que l'on peut injecter au niveau d'un tendon et les PRP, ce sont des facteurs de croissance qui permettent aussi de guérir des tendinites. Ça c'est une innovation depuis quelques années. Et c'est aussi un plus en traumatologie du sport. Mais ça se fait, moi j'ai dit toujours que ça doit se faire en milieu hospitalier. Alors, lésions osseuses, il faut que j'évoque aussi les blessures de surcharge au niveau des os, c'est-à-dire les fractures de fatigue, les fractures de stress. Ce sont des lésions osseuses survenant progressivement à un endroit, subissant une accumulation de sollicitations en charge. Le meilleur exemple, c'est le jogger qui court avec ses copains, il s'entraîne 2 fois par semaine, il court 2 fois une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis on le défie de faire un marathon 2 mois plus tard. Il augmente sa distance de course, son volume d'entraînement, il augmente sa fréquence, il court beaucoup plus, il sollicite ses articulations et il se fait une fracture de fatigue. Alors, où voit-on des fractures de fatigue? Ça existe aussi chez le footballeur qui veut revenir trop vite après une blessure. Au niveau du scaphoïde tarsien, au niveau des métatarsiens, tibia péroné, au niveau du bassin, on peut en avoir aussi, et on peut avoir des tassements vertébraux. Le traitement, ben, c'est repos décharge, donc si c'est au niveau d'un métatarsien ou d'un scaphoïde, c'est béquille. Le temps suffisant pour guérir. Et en prévention, ben aussi, toujours bien dépister les troubles statiques plantaires ou vertébraux et bien programmer l'entraînement, c'est très important, mais on en reparlera. Je dois évidemment passer en vue les autres blessures qui ne sont pas vraiment des blessures traumatiques, mais les malaises cardiaques ou le choc sternal suite à un accident. C'est exceptionnel, mais c'est déjà arrivé. On peut avoir suite à la réception violente du ballon sur le sternum peut provoquer un choc cardiaque. Quant au malaise survenant à l'effort ou à l'entraînement chez les joueurs de foot, ils sont le plus souvent dus à des anomalies cardiaques, donc soit une dysplasie du ventricule droit, une cardiomyopathie hypertrophique, un trouble de conduction, un trouble du rythme ou une anomalie coronaire avec infarctus. Là, importance également du dépistage, on en reparlera. Alors j'en viens à la programmation de l'entraînement, c'est une partie importante de l'exposé. Pour évoquer la programmation de l'entraînement, je dois vous faire un bref rappel très simple ou vous donner une information simple sur la physiologie de l'effort. Pour réaliser un effort quel qu'il soit, plusieurs qualités physiques sont requises. Il faut de la force, il faut de la résistance, il faut de la vitesse, de la souplesse, de l'endurance et de la capacité de coordination. Tout ça, c'est bien d'avoir toutes ces qualités-là développées, mais il faut de l'énergie. Et le meilleur exemple, c'est une voiture. Vous pouvez avoir une Porsche aussi puissante soit-elle, s'il n'y a pas de carburant, elle n'avance pas. Alors, en physiologie humaine, on distingue 3 filières énergétiques essentiellement. 2 filières qui n'utilisent pas l'oxygène et une qui utilise l'oxygène. Les filières qui n'utilisent pas l'oxygène sont la filière anaérobie alactique. Elle concerne des efforts très intenses, mais de quelques secondes. Un démarrage, un saut, une tête. Les muscles sont dotés de molécules riches en énergie, ce qu'on appelle les phosphagènes, qui ont de l'énergie, mais qui est vite libérée. Ça permet de faire ces efforts-là. Donc ça concerne essentiellement l'explosivité. Je mentionne la filière anaérobie lactique, mais que l'on ne doit pas travailler.
Ici, ce sont des efforts de 20 secondes à 3 minutes en anaérobie. Donc, on est tout le temps dans le rouge, on est tout le temps au-delà, on n'utilise pas l'oxygène. Il y a production d'acide lactique importante dans les muscles. Ce sont des disciplines très spécifiques comme le 400 mètres, le 800 mètres ou le 1500 en athlétisme, mais ça, il ne faut pas l'évoquer. Par contre, la filière aérobie est la plus importante. Donc ici, c'est l'oxygène qui est la source d'énergie. L'oxygène, il est dans l'air ambiant, on le respire, il passe dans les voies respiratoires supérieures, dans les alvéoles pulmonaires, dans le sang, dans les muscles et dans les mitochondries où elles produisent de l'ATP et permettent de réaliser tous les efforts souhaités en aérobie, c'est-à-dire en aisance respiratoire. C'est utilisé dans tous les sports. Le meilleur moyen de savoir si on est en aérobie, si cette filière est uniquement utilisée, c'est qu'on doit pouvoir parler, chanter en faisant son exercice physique. Alors, ces filières peuvent être évaluées en laboratoire ou sur le terrain par différentes méthodes. Qu'est-ce qu'on cherche? La VO2 max, la VO2 max, ça reflète les potentialités maximum du sportif. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, donc c'est la vitesse que l'on peut maintenir en aérobie. Donc c'est le plus vite que l'on peut, mais en utilisant toujours l'oxygène. C'est important en football. La puissance maximale doit être connue aussi. Et alors les seuils aérobie et anaérobie, ces éléments permettent de faire une programmation précise de l'entraînement. Quelles sont les filières utilisées en football? La filière anaérobie alactique, puisque l'explosivité, le démarrage, la détente sont très importants. Et bien sûr la filière aérobie, où on utilise l'oxygène. Et le but est d'avoir un seuil anaérobie le plus élevé possible afin de pouvoir travailler en intensité élevée en aérobie. Donc le but de l'entraînement des footballeurs est d'avoir un seuil anaérobie très élevé pour faire en sorte que lors d'un match, ils ont des exercices, ils sont en intensité tout le temps, mais en aérobie. Sinon, si la filière anaérobie est sollicitée, il y a surcharge, porte ouverte aux blessures, diminution des performances et surentraînement. Donc, prévention des blessures en général, il faut bien respecter les filières utilisées dans son sport, les connaître et préparer l'entraînement en fonction de ça. Le rôle du préparateur physique est essentiel. Le travail de fond, le travail de l'endurance doit se travailler, doit se faire toute l'année. L'explosivité doit se travailler régulièrement aussi. Et on travaille au seuil anaérobie, on travaille la VMA 1 à 2 fois par semaine ou plus, ça dépend du nombre de séances d'entraînement que l'on a sur la semaine. Alors, l'enfant, là aussi, c'est très important à évoquer parce que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, ce n'est que le petit de l'homme. Il est fragile, il faut respecter sa croissance et attention aux sollicitations excessives. Une douleur articulaire n'est jamais anodine chez un enfant, il faut être très prudent. Le squelette de l'enfant est une structure en croissance. Si traumatisme, il faut respecter les articulations. Attention, l'ossification n'est pas terminée. Et ne pas passer à côté, il faut toujours être vigilant en cas de chute chez un enfant, de douleur au niveau d'un poignet ou d'une jambe, comme ici. Être prudent, toujours immobiliser provisoirement et ne pas hésiter à demander une radio s'il y a un doute. Vous voyez ici une fracture en bois vert, donc c'est comme une branche d'arbre qui plie mais qui ne se casse pas complètement. Vous voyez une partie de l'os qui est cassée et la partie interne est toujours intacte. C'est ce qu'on appelle une fracture en bois vert. Ça guérit, mais il faut immobiliser le temps qu'il faut pour guérir. 2 pathologies importantes aussi chez l'enfant parce que les muscles et les tendons sont rarement lésés chez les enfants. Par contre, le cartilage de croissance est souvent sollicité. Alors, on doit mentionner tout d'abord l'ostéochondrose ou l'ostéochondrite. C'est en fait la désolidarisation d'un fragment d'os ou de cartilage au niveau d'une articulation. L'origine peut être vasculaire, elle peut être traumatique aussi. Donc il y a un morceau de cartilage ou d'os qui se balade dans l'articulation. Je vous ai épargné le nom des maladies, mais il faut savoir que ça peut se retrouver au niveau de la hanche, au niveau du coude, du genou, de la colonne vertébrale et de la cheville. Traitement repos. Si évidemment il y a un séquestre, un morceau qui se balade dans l'articulation, il faut opérer, il faut l'enlever. Alors, très important, très fréquent dans le football chez les jeunes, les apophysoses. Ça doit être connu. Donc il s'agit de l'arrachement d'une apophyse, donc c'est-à-dire
le tendon est attaché à un morceau d'os, l'apophyse, qui n'est pas encore solidement attaché à l'os principal. Je vais vous montrer une image. La musculature devient trop importante pour des articulations qui ne sont pas complètement terminées, et il y a douleur et arrachement, tiraillement au niveau de la zone d'insertion. Vous voyez ici la tubérosité tibiale au niveau du genou, le quadriceps avec le tendon rotulien qui passe au-dessus, qui vient s'attacher là. Le muscle devient trop puissant chez l'adolescent et l'attache du tendon rotulien n'est pas encore complètement fixée sur l'os. On le voit là, avec un petit morceau qui se détache. Ça fait très mal. Il y a souvent une excroissance osseuse et les joueurs de football gardent des séquelles. Il faut respecter la douleur. Repos sportif, absolument. Le temps que ça guérisse. On peut aussi voir ça au niveau de la pointe de la rotule. On le voit sur l'image du dessus à gauche. Ça, c'est la maladie de Sinding-Larsen. Quant à la tubérosité tibiale antérieure, c'est très fréquent, on en voit tout le temps chez les jeunes. C'est la maladie de Osgood-Schlatter. On en voit aussi au niveau de la hanche, au niveau du bassin et au niveau du pied. Ça, c'est fréquent, c'est plus jeune, c'est 8, 9, 10 ans chez les enfants. C'est la maladie de Sever, c'est l'attache du tendon d'Achille au niveau du calcanéum. Le traitement, c'est repos en dessous du seuil de la douleur. C'est toujours difficile de dire à un enfant qui ne peut plus jouer, c'est toujours un drame. Donc moi je dis, on se repose 3-4 semaines et puis on voit. Si ça va mieux, tant mieux. Si ça ne va pas, on recommence à s'arrêter. L'immobilisation ou la chirurgie sont exceptionnelles. Eh bien, on en arrive aux conclusions. Le football, c'est un jeu, ça doit rester un plaisir. Blessure, on en a vu toute une panoplie avec traitement le plus souvent, guérison également le plus souvent, mais ça peut compromettre les carrières. Il y a des blessures évitables, on l'a vu. Donc je vais reprendre l'essentiel des préventions pour éviter les blessures. La première, c'est l'examen d'aptitude. L'examen d'aptitude à la pratique du sport, c'est une polémique en Belgique et en communauté Wallonie-Bruxelles depuis des années, puisque en 2014, il y a un décret qui a voulu l'imposer à toutes les fédérations sportives. Immédiatement après, il a été cassé par le Conseil supérieur de la santé parce qu'ils ont estimé qu'il était impossible de réaliser notamment un électrocardiogramme à tous les sportifs et que l'on allait tomber sur beaucoup trop de faux positifs. Et voilà, donc cet examen, il n'est pas obligatoire, mais il peut être bien sûr recommandé. C'est ce que l'on fait à l'Institut Malvaux de la province de Liège. Cet examen d'aptitude a une visée cardio-circulatoire avec un examen clinique bien sûr approfondi, un interrogatoire fouillé. Il est très important de connaître les antécédents du sportif, un électrocardiogramme de repos, souvent une échographie est conseillée, et alors le test à l'effort, après 35 ans en tout cas, ou en cas de douleur ou symptômes chez les plus jeunes. Un examen également à visée respiratoire et ostéo-articulaire. Je rappelle ici, bien tester les hanches lorsqu'on a un jeune sportif pour ne pas passer à côté d'un conflit de hanches. La préparation physique est super importante avec connaissance du degré d'entraînement. Connaître donc la VO2 max, ce sont les potentialités maximum du sujet. La VMA, la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximum que le footballeur peut maintenir en aérobie, donc en utilisant l'oxygène, la fréquence cardiaque maximale, et alors les seuils. Le premier seuil, c'est le seuil où on est vraiment à l'aise en endurance, le seuil aérobie. Le deuxième seuil, c'est le seuil où, au-delà duquel on est dans le rouge, on produit des métabolites acides, de l'acide lactique, et il faut pas y aller. Le but de l'entraînement, donc en foot notamment chez les professionnels, c'est d'augmenter le seuil anaérobie afin de travailler à une intensité élevée en utilisant l'oxygène et travailler en parallèle l'explosivité, donc la filière anaérobie lactique. Il fait un entraînement harmonieux de la musculature en équilibrant les agonistes et les antagonistes, donc au niveau de toutes les articulations, surtout ischio-jambier et quadriceps. Ça se fait sur le terrain ou en salle. Donc,
je répète ici des séries de 30 répétitions à 30% du maximum, puis éventuellement système pyramidal doublé trippé, mais le travail en endurance reste capital. Alors, avis médical ou kiné, évidemment, au moindre doute, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une blessure conséquente. Le testing isocinétique est très important, peut-être un peu coûteux, mais important. L'alimentation, évidemment, équilibrée. Bonne hydratation. Je n'en ai pas parlé, mais avoir une bonne denture aussi, c'est important. Des lésions dentaires méconnues peuvent aussi provoquer des lésions tendineuses. Étirement, décrassage, entraînement bien programmé, cryothérapie ou bain froid en post-effort ne sont pas inutiles. Si on n'a pas les moyens d'aller faire une séance de cryothérapie, 10 minutes dans une poubelle avec de l'eau à 10 degrés, c'est bon aussi. Alors, pas de compétition si on n'est pas à 100%. Ça, c'est évidemment très important. Il y a un risque de blessure et de surentraînement. Donc, le joueur qui dit « moi, je veux jouer, je me sens bien », s'il n'est pas à 100%, on ne discute pas, c'est non. Pas de compétition s'il y a fièvre ou état grippal ou si on est malade. Et alors, important aussi chez les sportifs, un sportif ne supporte pas de rester inactif, donc surtout pas à 100%. Donc, il faut qu'il puisse continuer à faire des efforts, mais en respectant la zone blessée. Donc, s'il a une entorse du genou, on essaye de travailler les membres supérieurs. Il peut faire, et puis progressivement, du vélo, de la natation, mais ne jamais le laisser complètement inactif. Et alors, évidemment, la concertation multidisciplinaire permanente entre le sportif, l'entraîneur, le kiné, le médecin et le préparateur physique. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions, Dr Labalus, pour cet exposé complet. On voit vraiment ici, donc, le Dr Labalus était un vrai médecin de terrain qui connaît bien le sport, qui connaît bien son métier. Donc voilà, on va passer une séance, si vous le voulez bien, de questions-réponses. Donc appelez-moi si vous voulez le micro, je vous en prie. Bonjour docteur, moi je me demandais un petit peu quels étaient les motifs de consultation d'un médecin du sport par rapport à un médecin généraliste. Est-ce que c'est lié à la fréquence de la pratique ou est-ce que c'est lié à certaines blessures vraiment plus spécifiques ou qui s'installent dans la durée? Malheureusement, les médecins du sport, ça ne court pas les rues. Donc, mais le médecin de première ligne, le médecin généraliste, le médecin traitant, doit quand même être formé et apte à examiner n'importe quelle blessure et, le cas échéant, orienter l'enfant ou le sportif vers un spécialiste. Mais au moindre doute, en cas de blessure, de douleur anormale arrivant à l'effort, il ne faut pas hésiter à consulter. Il ne faut pas attendre. On a parlé de l'esprit de compétition, de la compétition tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'esprit de compétition fait prendre plus de risques aux sportifs que quand il pratique son sport de façon plus pour le loisir? Oui. Oui, une fois que le match est lancé ou la compétition, que ce soit en cyclisme, en athlétisme, on oublie tout, on est désinhibé, on est à 100%, même 150%. Peut-être parfois moins prudent lors de certains faux mouvements, mais oui, il y a certainement un risque. La compétition peut engendrer un risque plus important. D'autres questions? Pas dans le football, mais voyez à vélo. Hein. On n'a jamais vu autant de chutes en cyclisme que maintenant. C'est parce qu'ils roulent comme des sots, ils font pas attention. Bonsoir, docteur Labalus. Tout d'abord, un grand merci pour votre bel exposé. Alors, dans votre pratique journalière ou hebdomadaire, avez-vous déjà observé un lien entre la guérison d'une blessure et l'impact que cette blessure aurait pu avoir sur un impact psychologique sur le joueur, par exemple? Est-ce qu'il y a un lien?
Je vais répondre différemment. Je vais dire que le psychologique peut avoir une influence très importante sur la guérison d'une blessure, sur l'évolution d'une blessure. Ça, oui. Le sportif déprimé qui a peur de se faire mal, qui est anxieux en permanence, guérira moins vite et sera moins vite certain que celui qui est confiant, optimiste. Et ça arrive à tous les niveaux. J'en ai connu beaucoup, mais notamment un sportif, un ancien footballeur de très bon niveau qui a eu, après un grave accident de voiture, s'est relevé d'une façon extraordinaire grâce à son psychique et à son psychisme, à sa niaque. Monsieur et madame tout le monde, sans une niaque pareille, serait en chaise roulante. Lui, il refait tout. Étant coach avec des plus jeunes, beaucoup des fois surestiment une blessure ou un choc lors d'un match. Sous-estime Surestiment, justement, et eux-mêmes ne savent pas exactement. Voilà, aurez-vous des conseils pour nous, coach, y voir un peu plus clair et faire la part des choses à ce niveau-là, par rapport à les plus jeunes? Attends, tu dis certains surestiment un peu l'état des choses lors d'un match, souvent, même avec des plus âgés aussi, et donc croient toujours qu'ils sont blessés vraiment à très haut niveau. Enfin, nous, quand on est sur le bord de terrain, des fois, on ne sait pas exactement si c'est très grave ou pas, de par la réaction de l'enfant. Ils disent qu'ils ont très mal. Ben, voilà, eux-mêmes croient peut-être à certains moments, voilà, c'est être vraiment... Ils regardent trop la TV. Hein. C'est ça. Mais c'est dur parfois pour nous des fois de faire la part des choses. On croit toujours que c'est très grave, enfin, on a peur. Oui. Donc, voilà. Toujours rester calme, rester modéré. Si vous êtes coach, vous avez quand même des bases d'anatomie et de physiologie de l'effort. Demandez où il a mal, toucher, palper, regardez d'abord si l'articulation à l'endroit n'est pas déformée, palper, sentir, et puis demander gentiment, mobiliser l'articulation et voir. Vous ferez la distinction très rapidement, vous allez rapidement éliminer tout ce qui est grave. 9 fois sur 10, c'est banal. Hein. C'est ça, parce que de notre côté, on n'a pas envie de prendre de risques non plus, et donc on doit... Non, vous examinez calmement, s'il hurle quand vous pliez le genou, bah ça, ou la cheville, ça, mais 9 fois sur 10, vous allez refaire les mouvements gentiment, là on est rassuré, vous essayez de le refaire marcher, et si la moindre gêne persiste, alors il faut consulter. Ça va, merci. Bonjour docteur, merci pour l'exposé que vous venez de nous faire vivre ici. Et je pense que l'exposé n'est pas seulement attribué uniquement que dans le monde du football, mais une grande partie de ce que vous avez démontré là, c'est pour le monde sportif en général. Donc je me nomme Thierry Huitzel, je suis député régional, et une des questions que j'ai posées à la ministre Glatini, c'est justement par rapport au traumatisme crânien. Je pense qu'au Luxembourg, en Écosse, donc ça a été interdit pour les enfants au niveau de la tête. Donc j'ai posé aussi la question ici en Belgique, donc il n'y a encore rien qui est mis en place par rapport à ça. Et je pense, comme vous, il faut rester attentif par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Autre point, et je prends ma casquette de papa d'Axel. Et vous avez parlé tout à l'heure de blessures. Et comme vous savez tous ici, il a été blessé longuement et en même temps assez vite rétabli. On va dire ça comme ça. Donc, une des questions, je pense que c'est madame qui a posé la question au niveau de la psychologie. Hein, je pense que c'est important parce que dans les clubs, il n'y a pas justement une personne par rapport à une grande blessure et qui pourrait être cette personne de ressources au niveau du joueur. Et vous avez parlé de forte personnalité, on s'en sort parce qu'on a une personnalité qui fait en sorte qu'on arrive à sortir de là. Mais je pense que vous avez raison dans ce que vous dites en fait. Hein, parce que si psychologiquement, le joueur qui est blessé pour une longue durée n'a pas cette force de caractère, ben, il va simplement
s'effondrer. Or, même si il a eu un caractère extraordinaire dans sa manière de pouvoir se rétablir, il y a un moment donné, on peut être professionnel ou pas, psychologiquement, on est atteint. On est atteint psychologiquement. Et si à côté de ça, on n'a pas les membres de la famille pour pouvoir l'aider à surmonter ça, je ne dis pas qu'il ne va pas y parvenir. Je dis que le temps, il sera plus long pour y parvenir. Donc, ma question, une de mes questions, et pour avoir fréquenté, je vais dire, pas mal de clubs, il n'y a pas ça qui est mis en place. Pour le joueur qui est blessé à longue durée, un poste au niveau de la psychologie où il rencontre une personne pour pouvoir discuter avec lui par rapport à sa blessure. Et est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être mis en place en fait dans les clubs, dans le futur, pour justement pallier à ça? Moi, je parle d'Axel ici, mais ça peut être un jeune en fait. Il y a énormément de jeunes. Je prends le cas de Van Eusden qui, blessure sur blessure, étant jeune à l'époque. Donc, monsieur parlait qu'il est formateur. Donc, j'ai été formateur pendant 10 ans au Standard de Liège. Donc, j'ai eu ce joueur-là. Donc, il s'est blessé à un moment donné. Donc, psychologiquement, c'est compliqué. Parce que je pense qu'au sein des clubs, il n'y a pas cette structure psychologique pour pouvoir accompagner l'enfant. Au niveau des clubs professionnels, je n'ai pas parlé des psychologues, enfin, il y en a qui parfois il y a des soutiens psychologiques. Maintenant, je parle de la concertation entre tous les membres du staff. Ça inclut évidemment les joueurs blessés. Dans une équipe de foot de haut niveau, le joueur blessé, il est vite réintégré dans le groupe, il fait sa rééducation dans les infrastructures du club. Il est encouragé par les autres. Le coach a son rôle super important pour qu'il garde le moral. L'équipe est autour de lui. Le souci, à mon avis, c'est dans tout le reste, tout ce qui n'est pas professionnel et à haut niveau. Et là, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais la Haute École de la province de Liège vient il y a quelques années, a lancé une formation en coaching sportif. Je pense que là, il y a peut-être un rôle à jouer pour tous ces diplômés qui, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je ne sais pas ce qu'ils font sur le marché du monde sportif, mais c'est vrai, vous avez raison, le soutien, l'encadrement psychologique est très important. Il y a le tempérament et la volonté du joueur aussi. J'ai suivi la rééducation de votre fils puisque son médecin traitant est mon collaborateur, donc j'ai su très vite qu'il allait vite revenir sur le terrain. Mais au niveau amateur en général, c'est vrai qu'il faudrait peut-être envisager un encadrement psychologique ou avec les coachs, mais le nerf de la guerre, hein. Qui va payer ces gens-là? Oui, je suis d'accord avec vous. Et je voulais juste, et puis je laisserai le micro. Vous avez parlé tout à l'heure de blessures, de fatigue. Il faut juste, et osseuse tout à l'heure, il faut juste savoir que ce n'est pas que osseuse. La blessure que Axel a eue, c'est une rupture de fatigue, parce que enchaîner les matchs tous les 3 jours et être tout le temps au haut niveau, à un moment donné, les ligaments lâchent. Donc dans le cas d'Axel, c'était partiel, et c'est pour ça qu'il a pu se rétablir, j'ai envie de dire, assez vite. Mais il faut savoir que c'est une rupture de fatigue et que ça peut arriver à nous, en marchant bêtement et en allant se balader, quoi. Donc, je pense que c'est important. D'où préparation de l'entraînement, programmation de l'entraînement et savoir connaître ses limites, hein, aussi. C'est vrai qu'enchaîner les matchs, c'est sûr, mais les noyaux maintenant sont suffisamment larges que quand vous avez un match de championnat le week-end, un match de Champions League au milieu de la semaine et que ça s'enchaîne, et puis il y a les matchs de coupe, il faut faire tourner l'effectif, mais aussi connaître les limites des joueurs. Et s'il y en a un ils font régulièrement des tests VMA sur le terrain en semaine, et l'entraîneur ou le préparateur physique va vite voir s'il y en a un est en dessous. Et alors là, il faut le mettre au repos.
Il Oui, faut tout à fait d'accord avec vous. et ne pas attendre le surentraînement. Maintenant, je vais rebondir sur votre première question, parce que je suis très sensible à ça aussi. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas, mais l'effet est réel, hein. Je vous assure qu'il y a des études neurologiques et neurochirurgicales qui montrent que des maladies de Parkinson et des maladies d'Alzheimer se développent chez des anciens joueurs de football. Et j'assiste chaque année à un congrès de médecine du sport à Val d'Isère où il y a un neurochirurgien de Bruxelles qui chaque année parle de ça et il insiste auprès des pouvoirs publics pour interdire les jeux de tête chez les enfants, mais je pense qu'il faut y arriver. Mais nous l'avons rencontré, hein, parce que de par mon travail de parlementaire, donc je suis allé à Bruxelles et nous l'avons rencontré, et il n'y a pas que dans le monde du football, dans le monde du rugby, c'est... encore pire. Voilà, c'est encore pire, quoi. Donc voilà.